Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce 1945 sur BB24. Voici le sommaire. Rester sous la climatisation quand il fait chaud, c'est un bonheur, mais y rester longtemps peut vous exposer à certaines maladies. À quelle température faut-il donc mettre son climatiseur? On en parle dans ce journal. Les engins à 2 roues ont augmenté de prix au Bénin. Qu'est-ce qui explique cette augmentation du prix des motos? Comment les motocyclistes vivent la situation? Les réponses dans quelques instants. Zoom sur le métier d'horloger, une profession visiblement en voie de disparition avec l'apparition des téléphones portables et autres gadgets électroniques. Qu'en est-il réellement? Nous le saurons également dans ce journal. Un climatiseur au bureau ou à la maison est utile en période de chaleur, mais pour garder son organisme sain et avoir un matériel avec des performances optimales, de bons comportements sont indispensables. À quelle température faut-il mettre son climatiseur? Quelles sont les maladies auxquelles on s'expose en restant longtemps sous la climatisation? Un spécialiste en froid et climatisation nous apporte quelques réponses. Il est au micro de César Achadé et Ulvaeus Balogun. Il faut dire que la climatisation, c'est un ensemble de procédés qui consiste à contrôler, réguler, modifier les conditions climatiques d'un local pour des raisons de confort ou pour des raisons techniques. C'est le cas des centrales, des chambres de serveurs, le cas des blocs opératoires et autres. En fonction de la température extérieure que nous avons au Bénin et dans notre sous-région, parce que nous sommes dans une zone tropicale, il faut régler son climatiseur à une température comprise entre 26 et 24 degrés. Généralement, le climatiseur même est conçu pour fonctionner 8 heures de temps d'affilée, mais vous pouvez rester beaucoup plus longtemps. Si vous réglez votre climatiseur à 28 degrés, voilà que la température extérieure est déjà de 30, l'organisme, le corps humain est autour de 36, vous avez beau rester longtemps, ça ne vous dira pratiquement rien. Parce que l'écart de température entre l'extérieur et le local est tellement réduit que l'organisme arrive à gérer facilement cette petite fourchette-là. Mais c'est quand les écarts sont beaucoup trop grands que cela crée des problèmes de santé. Entre autres, les maux de gorge, le mal de tête, le nez qui coule parfois pour certaines personnes. Vous allez voir que votre peau est desséchée. Vous n'allez pas avoir le confort. Autre chose, il ne faut pas allumer son climatiseur et laisser les portes et les fenêtres ouvertes. Ça ne vous servira à rien. Les déperditions iront tout de suite vers l'extérieur et en fonction du local dans lequel vous êtes, vous allez voir que la température n'est toujours pas atteinte et le compresseur va fonctionner plus longtemps. Et maintenant, lorsqu'il y a personne dans les locaux sont vides, il faut arrêter le climatiseur. Vous savez, et tous ces 3 éléments combinés vous font baisser considérablement en consommation d'énergie. Et du coup, vous allez avoir le confort qu'il faut et à un prix juste. Vous n'allez pas avoir des factures qui seront exagérées à la fin du mois. Avoir un moyen de déplacement est une nécessité pour l'homme. Au Bénin, aller à moto est le moyen de déplacement le plus utilisé par des personnes de classe moyenne. Mais au cours de ces dernières années, on a remarqué une flambée du prix des motos. Ce phénomène, loin de trouver une issue, devient un véritable casse-tête pour les Béninois. Pourquoi les motos coûtent de plus en plus cher? Élément de réponse dans ce reportage de Joseph Bonquet d'Otou. Je suis venu prendre une moto. J'ai vu que ça a pris de prix. Comme ce jeune homme, beaucoup de Béninois sont confrontés à la flambée du prix des engins à 2 roues. Il faut débourser toute une fortune pour s'offrir une moto aujourd'hui au Bénin. En 2017, c'était à 380 400 000. Mais aujourd'hui, présentement, on vend ça à 450 000. Il peut vendre ça aujourd'hui à 400 000. Demain, il va vendre ça à 450 000. Le prix des motos passant pratiquement du simple au double, les revendeurs essaient de justifier le phénomène. Le gouvernement a demandé que les motos neuves soient vendues avec les plaques en même temps. C'est ça qui fait que ça a augmenté. Non seulement ça, l'association des vendeurs, des revendeurs, disons, des motos, eux-mêmes s'associent, ils augmentent. Il y a beaucoup de facteurs qui jouent sur
la flambée du prix des motos. Donc, premièrement, il y a, si les matières premières, si les Blancs, les Chinois là-bas, si les matières premières font truc là, augmentent de prix, ils augmentent le prix par moment. Après ça, le dollar, la fluctuation du dollar. Si le dollar augmente les prix des motos, ça s'ajuste forcément. Après ça, il y a la fret. Des fois, la fret, le transport là, ça augmente par moment. Quand ça augmente, ça joue forcément aussi sur le prix des motos. Quatrième facteur, il y a 2 ans, bon, l'ajustement du prix des motos et des frais de plaque. Compte tenu de l'importance des motos dans la mobilité de l'homme, les Béninois font des pieds et des mains pour en acheter quand bien même le coût devient de plus en plus exorbitant. Ça a pris de prix, parce que c'est un moyen de déplacement qu'on doit utiliser. Ils sont obligés de payer parce qu'ils sont dans le besoin, ils doivent payer. S'il est évident qu'acheter une moto est une nécessité, il serait aussi assuré que la fixation des prix à la vente se fasse dans un cadre réglementaire. Il y a une dizaine d'années, on pouvait les voir exercer aisément leur métier à des coins de rue. De nos jours, il est rare de croiser des réparateurs de montres. Plusieurs personnes n'éprouvent plus le besoin de faire réparer leur horloge ou pendule avec l'apparition des téléphones portables et autres gadgets. Une situation dommageable pour ceux qui exercent le métier. Réparateur de montres, un métier en voie de disparition. C'est un reportage signé François d'Assise Amassiwa et Rodrigue Blondoumé. L'avenir des réparateurs de montres, communément appelés horlogers, est sombre au Bénin. Avec le développement des technologies de l'information et de la communication, certains métiers, jadis très en vogue dans nos sociétés, sont en voie de disparition. C'est le cas de ceux qui donnent une seconde vie aux montres, horloges et pendules. J'ai une montre à la maison, mais je ne l'ai pas fait réparer à cause des dépenses. Si je veux consulter l'heure, date, je regarde sur mon portable. La télévision et le téléphone portable ont fait que le business ne marche plus. La plupart des montres portées aujourd'hui n'ont pas la bonne heure ou ne marchent même pas. On les porte plus pour des besoins esthétiques que de nécessité. La clientèle s'amenuise donc au fil des années. Du coup, beaucoup de réparateurs de montres se reconvertissent. Avec l'apparition du téléphone portable, certains sont devenus conducteurs de taxi-moto. Et pourtant, l'apprentissage du métier s'étale sur plusieurs années et exige une concentration minutieuse. C'est plus que ce que vous dites. J'ai fait 5 ans au moins. 5 ans. 7 ans. J'ai fait 7 ans en apprentissage. Le métier est dur, surtout avec la finesse des objets. Il faut être vif d'esprit. Certains clients sont particuliers, comme ce monsieur qui nous a confié hors micro qu'il n'est pas un amateur de montres. Celle qu'il est venu réparer est un cadeau à lui offert, un objet qui a donc une valeur sentimentale. Mais malgré toutes ces difficultés, certains arrivent à joindre les deux bouts et subvenir aux besoins de leur famille. Pas question pour eux que le métier disparaisse. Je remercie Dieu, je trouve ce qui peut me suffire. C'est Dieu qui fait son œuvre. Tu trouves le peu qu'il te faut pour nourrir ta famille et payer tes factures. J'ai appris ce métier de mon père, déjà décédé. Ce métier ne peut pas disparaître. J'ai initié mon fils, c'est mon apprenti. Valentin ne se décourage donc pas. Son fils, espère-t-il, assurera la relève. Hors de nos frontières, en Angola, le bureau de gestion du programme spatial présentera dans les prochains jours des études quantitatives. Ces études portent notamment sur le volume d'eau des rivières, des bassins versants et des précipitations sur une certaine période de l'année. L'objectif est d'atténuer les souffrances des populations en période de sécheresse. Reportage. Cette étude vise à identifier les sources d'eau de surface, le taux de couverture terrestre et la densité de population. Elle vise aussi à analyser l'historique des précipitations dans la région,
les indices de végétation, ainsi qu'à prévoir et surveiller les sécheresses. L'information a été avancée à Luanda par le directeur général, Zola Najouan, alors qu'il s'adressait à la presse en marge de la conférence intitulée « Explorateur des données satellites pour la surveillance de la sécheresse », lancée à Ongiva, province de Kunene, dans le sud du pays. Les problèmes liés à la sécheresse peuvent être évités, de même que les exemples internationaux apportés par des experts du reste du monde, tels que le Brésil, le Maroc, la Tunisie, les États-Unis, entre autres, et l'imagerie satellite avec des techniques indiquant un manque d'eau qui servent d'avertissement au gouvernement pour qu'il puisse éviter de telles situations. La chercheuse principale du projet, c'est Danielle Wood. Elle est professeure à l'Institut de technologie de Massachusetts, la meilleure université d'ingénierie au monde. Il existe des organisations au niveau mondial, y compris des gouvernements des États-Unis et d'Europe, et de nombreux autres pays qui collectent des données satellitaires sur tous les pays du monde. Exemple, des sites web qui utilisent le partage des données à l'échelle internationale et qui comprennent les faibles précipitations, les eaux dans le sol de la province de Kunene. Un autre expert nigérien a déclaré que l'utilisation d'un satellite facilite le traitement de la résolution du problème. En utilisant la technologie par satellite, nous pouvons obtenir une vision beaucoup plus globale de la situation, ce qui nous donne une plus grande perspective pour résoudre le problème. L'expert japonais a quant à lui déclaré qu'il fallait plusieurs étapes pour bien comprendre le type de sécheresse qui sévissait en Angola. En recherche, la sécheresse comporte plusieurs phases. En cela, certaines régions spécifiques connaissent un type de sécheresse. En Angola, il y a différentes sécheresses. Quel genre de sécheresse vit donc l'Angola aujourd'hui? C'est très important de savoir parce que nous devons comprendre le type de sécheresse que traverse le pays. Si elle résulte de faibles précipitations, d'une dégradation agricole ou d'un problème de construction des barrages ou quelque chose du genre. Les plus de 800 000 personnes actuellement touchées par la grave sécheresse dans la province de Kunene placent de grands espoirs dans la construction du barrage et le projet de transfert d'eau. Sur le même registre, les engagements financiers en faveur de la lutte contre le changement climatique ont grimpé de 54% cette année, selon le rapport publié par le groupe Résilience Intel. D'après la plateforme spécialisée dans l'agrégat de données relatives au financement du climat, les engagements financiers en faveur de la lutte contre le changement climatique depuis 2011 ont atteint plus de 2,7 milliards de francs CFA cette année. Ce chiffre est en hausse par rapport aux engagements cumulés à la fin de l'année 2018. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.